Georges Pompidou sera le prochain président de la République française pour une durée de 7 ans. 15 juin 1969, Georges Pompidou savoure. Il a parfaitement réussi son coup. Victoire avec 58,2% des voix. Victoire sans trop trembler à l'issue de ce qui aura été la campagne la plus courte de l'histoire de la Ve République. 48 tout petits jours, mais lui se préparait dans l'ombre de Gaulle depuis des mois. Je ne suis pas un diplomate, mais je ne suis pas non plus Madame Soleil. Rien ne vaut d'être gagné que dans la fraternité. Vraiment, votre question est complètement tranquille. Je n'ai pas l'impression d'avoir été un saint, ni un héros. Les Conquérants, un podcast BFM TV avec Maxime Switek et Alain Duhamel. Vous êtes impressionné, Alain ? Impressionné par la performance ? Pas la mienne, par le fait d'enregistrer un podcast sous l'œil de Pompidou. C'est vrai que, déjà le fait d'être ici dans le centre Pompidou, qui a été un grand sujet de discussion et de débat et de polémique, mais qui a été la vraie volonté de Georges Pompidou. Et puis, on est à côté de ce portrait de Georges Pompidou par Vasarely, qui était un de ses peintres favoris, et qui en plus, et ce qui est intéressant pour nous, c'est un portrait du Georges Pompidou du moment où il se présentait. Je me suis renseigné, 5 mètres par 4, ce portrait, c'est monumental dans l'entrée du centre Pompidou. Ce centre, c'est son legs le plus visible aujourd'hui ? En matière architecturale et artistique, évidemment. C'était Georges Pompidou et sa femme Claude. Étaient vraiment d'abord des connaisseurs, des collectionneurs, adoraient l'art moderne. Et donc, c'était pour lui le grand œuvre. Et il y avait un symbole politique aussi implicite qui est que Georges Pompidou, au fond, c'est le gaullisme modernisé. C'est le gaullisme de la deuxième génération. Et cette modernisation, ça, c'en est un symbole. Le général de Gaulle, il était plutôt château de Vincennes et invalide. Par tempérament, Georges Pompidou, c'est vraiment ce centre où nous sommes. Alors on y va ? Oui. Épisode 2. Georges Pompidou, le vainqueur de mai 68. C'est donc installé ici, au cœur de ce centre Pompidou, que nous allons vous raconter comment Georges Pompidou a remporté sa présidentielle. Campagne éclair après la démission du général de Gaulle. Le général de Gaulle, président de la République, a décidé de mettre un terme à ses fonctions. Au soir de cette décision, que je regrette profondément, je veux tout d'abord lui exprimer les sentiments respectueux de tous ceux auxquels les difficultés du présent ne feront jamais oublier les services éminents du passé. Campagne très particulière dans une France encore chamboulée par mai 68. Daniel Cohn-Bendit et 7 autres étudiants de Nanterre comparaissent devant le conseil de discipline à la Sorbonne. La manifestation organisée par l'UNEF s'amplifie. C'est l'affrontement. Mais juste avant de plonger dans la politique, Alain, musique. Tandis que moi qui ne sais rien, une petite fille de français moyen. 69, sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. La France de 1969, c'est donc Sheila, Gainsbourg et Birkin, Françoise Hardy, la première victoire d'Eddy Merckx sur le Tour de France. Ça, j'ai vu. Ça, vous avez vu. Ou encore le tout premier essai en vol du Concorde. Oui, Jean-Pierre, cet endroit où nous sommes se situe à peu près à mi-piste. C'est-à-dire que tout à l'heure, nous verrons le Concorde décoller pratiquement sous nos yeux à quelques 200 mètres près. Mais ici, sachez qu'uniquement pour la télévision, on note la présence des envoyés spéciaux d'Italie, d'Allemagne, du Japon et bien sûr une escouade de nos confrères britanniques qui suivent l'événement avec autant d'anxiété et de passion que nous-mêmes, avec peut-être aussi un petit peu plus de flegme. Mais avant tout, évidemment, ce qui marque cette année 69, c'est la fin de la carrière politique de Gaulle. Ça fait 30 ans que les Français vivent avec De Gaulle à ce moment-là. C'est-à-dire que De Gaulle, d'abord, c'était celui qui surplombait. On l'aimait pas, on votait pour lui, on votait pas pour lui, mais personne ne niait sa dimension spécifique. De ce point de vue, il était unique et il est resté unique. Personne ne l'a ni égalé, ni approché.
Mais sa marque, en dehors de la période de guerre, sa marque principale, ça a été évidemment à partir de 1968. Et à partir de 1968, c'était vraiment ce qu'on a appelé, mais à juste titre, la République gaullienne, c'est-à-dire la République qu'il avait façonnée, qu'il avait voulu, à laquelle il avait pensé dès 1946, dans la structure des institutions, et c'était sa République. Le 23 avril, De Gaulle, encore président de la République, clôt le Conseil des ministres avec les mêmes mots que d'habitude, à mercredi prochain. Puis il ajoute « je l'espère ». En réalité, le général sait qu'il peut tout perdre. Les Français s'apprêtent le dimanche qui suit à aller aux urnes. Référendum sur la réforme du Sénat et l'extension des pouvoirs des régions. Charles de Gaulle a voulu cette consultation et il a été très clair. Si je suis désavoué par une majorité d'entre vous solennellement sur ce sujet capital, et quel que puisse être le nombre, l'ardeur de l'armée, de ceux qui me soutiennent, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Les électeurs vont donc devoir se prononcer pour ou contre De Gaulle et le président sent qu'il va perdre. Le journaliste Jean Mauriac raconte qu'en arrivant le vendredi, 2 jours avant le référendum, chez lui, à la Boisserie, à Colombey-les-Deux-Églises, Charles de Gaulle lance à l'une des employées de maison « Cette fois, Charlotte, nous revenons pour de bon ». De Gaulle a raison, le dimanche 27 avril 1969, le non au référendum l'emporte à 52% et ça ne traîne pas. Dans la nuit, à minuit 10 précisément, communiqué officiel de 2 lignes. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi et c'est signé Charles de Gaulle. Alain, 2 lignes laconiques mais historiques. Oh bah oui, c'est très gaullien. L'idée d'être à la fois impérieux, même dans la défaite, laconique dans l'expression, parce que c'est ce qui est le plus marquant dans des circonstances de ce genre, et c'est ce qui surtout rompt absolument avec les tergiversations politiques qui ont existé en France depuis des siècles. C'est de ce point de vue, là encore, c'est une technique qui lui est propre et qui est unique et impressionnante. Mais De Gaulle est vexé. Et De Gaulle est furieux, mais De Gaulle n'est pas surpris. Au fond, il a été vexé par mai 68, vexé de ne pas avoir compris et vexé de ne pas avoir été au centre de tout et vexé de ne pas être le sauveur et celui qui trouvait la solution. Donc c'est là qu'il a été vexé. Et ensuite, d'une certaine manière, il a voulu sortir par le haut en imaginant des réformes qui, pour l'époque, apparaissaient fracassantes. Réforme des institutions, avec la transformation du Sénat en une assemblée mixte, à la fois territoire, représentation sociale, etc. Et puis avec la participation, qui était sa grande idée sociale, que ne partageait pas Georges Pompidou. Mais pendant toute la période de campagne du référendum, le général de Gaulle a bien vu qu'il était, d'une certaine manière, bloqué à la fois par la gauche, qui ne voulait pas de rafistolage du capitalisme, et par la droite, c'est-à-dire la droite classique, mais aussi des partisans de Georges Pompidou qui n'avaient pas envie de transformer le capitalisme et d'y introduire, parce que De Gaulle était ambitieux dans ce domaine, d'y introduire la participation. Mais c'est très typique de Gaulle, et alors là, pour le coup, ça remonte à très loin, ça remonte même à l'avant-guerre, dans la mesure où De Gaulle fait partie de ces intellectuels qui essayaient d'imaginer quelque chose au-delà des classes sociales et des affrontements sociaux. C'était ambitieux, c'était probablement aussi un peu candide, mais c'était sa conviction absolue et il avait envie de partir sur quelque chose de grand. Est-ce qu'il y a du soulagement en France à ce moment-là, de se dire on va passer à autre chose? Oui, bien sûr. Le sens de la défaite au référendum et par la suite de la victoire de Georges Pompidou, c'est la page mai 68 est politiquement tournée et cette fois-ci, on va vers l'apaisement. Il ne faut pas oublier que les élections législatives de juin 68, à la fin donc de mai 68, ça avait été les élections de la peur et les élections de la revanche. Après une France qui avait soutenu mai 68, il y avait une France qui ne voulait plus entendre parler du désordre et des difficultés d'ordre matériel, d'ordre quotidien, d'ordre personnel, individuel. Et en fait, il restera de mai 68 évidemment la mise en cause de toutes les autorités, mais cette période-là, c'est aussi une façon d'enterrer politiquement mai 68.
Et à la seconde où De Gaulle envoie ce communiqué, c'est le point de départ de la campagne. Ah bah bien sûr. Et tout le monde sait déjà que Georges Pompidou sera candidat. Il n'est plus Premier ministre à ce moment-là. Non. Il est simple député du Cantal, si je puis dire. Oui, il est simple député du Cantal et il est l'homme politique le plus observé de France. Tout le monde sait qu'il est, non pas le dauphin, d'ailleurs le général de Gaulle n'a jamais imaginé qu'il puisse avoir un dauphin, mais qu'il est le favori et le successeur logique. Et il est regardé comme ça, en réalité, depuis qu'il a quitté le gouvernement. Et le fait d'être simple député signifie qu'il a les mains totalement libres. Georges Pompidou ne traîne pas. Il se déclare candidat dès le lendemain, mais en réalité, il se prépare, tout le monde le sait, dans l'ombre de Gaulle depuis des mois. Et un épisode le prouve sans doute. Le 17 janvier, à Rome, rencontre informelle avec plusieurs journalistes qui sentent que l'ancien Premier ministre est d'humeur bavarde. Plusieurs fois, ils reviennent à la charge sur son envie un jour d'être candidat à la présidentielle. Et Georges Pompidou finit par lâcher la phrase « Ce n'est un mystère pour personne que s'il y avait une élection, je serais candidat ». Pompidou nie avoir dit cette phrase, Alain. Alors la réalité, c'est qu'il l'a dite, mais qu'il y avait une autre phrase qui suivait. Ah. Et de la première, il disait « Ce n'est un mystère pour personne que je serai candidat. Encore faut-il que le problème se pose, et aujourd'hui, il ne se pose pas. » Mais évidemment... Évidemment, je n'ai retenu, par honnêteté, que la première partie de la phrase. Mais comme la plus grande partie de la presse à ce moment-là. Ben voilà. Il avait ça en lui quand même, Pompidou. Non pas à partir du moment où il a été Premier ministre, parce qu'il est entré en politique à reculons, et quand il était Premier ministre, au départ, il était... toujours subjugué par le général de Gaulle. Mais après mai 68, dont il est, lui, le véritable vainqueur, et il en a conscience, il se rend compte qu'au fond, il a l'envergure de son ambition. Quel est l'état de leur relation à ce moment-là entre Pompidou et de Gaulle ? Elle reste, disons, très honorable, mais elles sont tout de même détériorées. Depuis 1968, il y a quelque chose entre eux. C'est-à-dire que les rôles n'ont pas été ceux que souhaitait et auxquels était habitué le général de Gaulle. Et puis il y avait, je vous en parlais il y a un instant, cette opposition qui existait réellement à propos de la participation, qui était un symbole du type de société que chacun des deux souhaitait ou ne souhaitait pas. Et ça les avait opposés. Puis il y avait l'affaire Markovitch, donc dans laquelle, de façon d'ailleurs assez ignominieuse, Claude Pompidou, Madame Pompidou a été accusée de participer à des parties fines, etc. Tout ça a été totalement inventé et naturellement malveillant. Mais le général de Gaulle, et d'ailleurs sa femme, avait réagi de façon assez dure, assez sèche. Le général de Gaulle avait dit, voilà ce que c'est quand ce genre d'affaire éclate, même bien si elle est complètement fausse, elle éclate quand on fréquente les gens qu'il fréquente. C'est-à-dire dans l'esprit du général de Gaulle, des artistes dangereux, des chanteurs bizarres, des intellectuels avancés, tout un milieu qui n'était pas du tout celui du général de Gaulle, mais qui était le milieu de Georges Pompidou, qui fréquentait les milieux intellectuels, artistiques, avancés. Il y a eu ces phrases donc à Rome en janvier. En février, Georges Pompidou, à la télé suisse, enfonce le clou d'une certaine manière. J'aurai peut-être, si Dieu le veut, un destin national. Pompidou a envie, visiblement, d'être président. Alors quand le général se retire, lui se lance immédiatement. Je n'aurai pas le droit de me dérober. Je suis donc candidat. Et je voudrais vous dire deux choses. D'abord, je n'imiterai pas le style du général de Gaulle. Nul ne le pourrait d'ailleurs. Et puis, vous le voyez bien, je suis un homme différent. Je me propose une politique d'ouverture et de dialogue. Pompidou veut tuer la concurrence. Oui, parce qu'il est considéré par la majorité des Français à l'époque comme l'héritier, comme le successeur naturel. Mais il faut qu'il se dépêche. Parce qu'il a des adversaires, à commencer par Alain Poher, qui n'a pas laissé de grandes traces dans l'histoire, mais qui, au moment où Georges Pompidou se déclare, c'est-à-dire dès que le général de Gaulle s'est retiré, Alain Poher, d'une part, devient le président par intérim. Il était président du Sénat. Comme président du Sénat, puisque ça fait partie des attributions du président du Sénat. Le cabinet du général de Gaulle s'en va et lui arrive avec un cabinet, plus restreint d'ailleurs, mais enfin avec les hommes à lui. Et puis il a aussi un autre argument qui est que, en fait, il symbolise le rejet du référendum de 1969, parce qu'il est le président du Sénat, qu'il s'agissait notamment
de réformer, même de bouleverser le Sénat, et que finalement, c'est le Sénat qui a gagné. Oui, il était contre Poher. Oui, absolument. Et donc, sa candidature, d'une certaine manière, allait de soi, même si le personnage n'était pas d'une très grande envergure. Bon, on a Alain Poher. Il faut qu'on passe en revue quand même tous ceux qui vont s'opposer à Georges Pompidou dans cette élection. On se souvient qu'en 65, la gauche était unie derrière François Mitterrand. 4 ans plus tard, François Mitterrand n'est pas candidat et la gauche est complètement désunie. La gauche est en miettes après mai 68. Elle s'est beaucoup d'abord divisée en mai 68 et ensuite s'est montrée assez imprudente quand elle a cru en gros qu'elle avait gagné avant le retour du général de Gaulle de Baden-Baden et avant Georges Pompidou. Donc la gauche est dans un très mauvais état. C'est Gaston Defferre qui, comme vous vous rappelez, aurait voulu être le candidat de la gauche en 1965. Le maire de Marseille. Voilà, qui cette fois-ci, alors qui est maire de Marseille, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, et qui incarne l'aile droite du Parti socialiste, cette fois-ci, il se précipite, il met tout le monde devant le fait accompli, avec cette idée bizarre de former un tandem avec Pierre Mendès France. Pourquoi bizarre ? Bizarre parce qu'il est candidat à l'élection présidentielle, et que donc il présente Pierre Mendès France comme son Premier ministre logique, nécessaire, annoncé à l'avance, mais que Pierre Mendès France a 10 fois plus d'envergure que Gaston Defferre. C'est le chauffeur qui se présente à l'élection présidentielle et le propriétaire à qui on donne le deuxième rôle. C'est complètement absurde, c'est baroque. Et d'ailleurs, c'est un échec absolu puisque à l'arrivée, il a 5% des voix. Vous ne craignez pas qu'il y ait une certaine situation assez difficile à gauche ? Je ne pense pas. Je pense que après cette journée, qui était effectivement une journée un peu difficile, les choses vont au contraire s'éclaircir et que peu à peu, la situation s'améliorera. Et je pense que d'ici la fin de la campagne électorale, la situation pour le candidat de gauche sera une bonne situation. Alors, bon, il y a Gaston Defferre qui démarre. Du coup, immédiatement, les communistes, qui ont bien compris que Gaston Defferre ne pouvait gagner, immédiatement se précipitent. Et cette fois-ci, ce qui n'avait pas été le cas en 65, ils désignent un candidat. Ce candidat, c'est Jacques Duclos. Française, Français. Tout au long de la campagne électorale présidentielle qui est en train de s'achever, j'ai dénoncé la politique menée par le pouvoir personnel et je me suis expliqué devant vous pour vous offrir des solutions nouvelles. Jacques Duclos, lui, c'était un personnage. C'est même un personnage avec plusieurs dimensions. Il y avait à la fois le parlementaire extraordinairement pittoresque et violent, parce qu'il a été très souvent violent, y compris contre Mendès France, avec des formulations antisémites caractérisées. Donc, il y avait cette dimension-là. Il y avait ensuite la dimension de celui qui avait été le patron de l'appareil communiste pendant la guerre, qui avait le courage d'être caché en France et de mener tout ça. Et puis, il y avait celui qui avait été aussi un des bras armés de ce qu'on appelait à l'époque l'international avant la guerre, pendant la guerre d'Espagne, où il a largement représenté le Kremlin, qui, on le sait, pendant la guerre d'Espagne, n'a pas été tendre. Et il a mené une très très bonne campagne. Et on ajoute par-dessus tout ça des petits jeunes, Michel Rocard, Alain Krivine. Voilà, alors Michel Rocard, à l'époque, il venait du PSU, c'était un petit parti qui était à la gauche des socialistes, qui était utopique, qui était autogestionnaire. Et donc, à l'époque, c'était un progressiste brillant, rapide, un peu illuminé. C'était un utopiste. Vous êtes dans la région de France où le patronat capitaliste, celui de la mécanique comme celui du textile, mais aussi celui de l'État, car du côté des charbonnages ce ne fut guère meilleur, où tout ce patronat, public comme privé, mais en bloc capitaliste, s'est découvert tout aussi incapable d'assurer le moins du monde l'avenir de la région et celui de ses travailleurs. Et puis il y avait Alain Krivine, un trotskiste. C'était la première fois qu'il y avait un trotskiste qui se présentait à l'élection présidentielle. Un trotskiste qui avait cette caractéristique particulière d'être en train de faire son service militaire quand il a été candidat. Donc il faisait son service militaire et il avait animé les comités de soldats qui, en mai 68, avaient essayé de créer à l'intérieur de l'armée ce qui se passait à l'extérieur dans la société civile, avec un échec absolu. Mais c'est la première et dernière fois qu'un soldat en train de faire son service militaire a été candidat à l'élection présidentielle et sur des thèmes qui n'étaient pas complaisants. Vous avez raison de nous injurier, vous avez raison d'avoir peur. C'est qu'aujourd'hui, votre ère est terminée.
vous n'avez plus le monopole de la révolution comme vous croyez l'avoir par le passé. Vous pouvez gémir et vous gémirez encore, bureaucrates de tout acabit, car désormais, une nouvelle génération révolutionnaire est née en France et dans tous les pays du monde. Bon, on a une multitude de candidats, ok. Le problème, c'est que la campagne va être extrêmement courte, la plus courte de l'histoire de la 5e. Un tout petit mois entre la démission de De Gaulle et le premier tour. Oui. Qu'est-ce que ça change ? Obligatoire improvisation des candidatures. En dehors de celle de Georges Pompidou qui était écrite d'avance, aucune des autres n'était prévue en tant que telle, bien sûr, puisqu'il n'était pas question d'une élection à ce moment-là avant 3 ans. D'une élection présidentielle avant 3 ans. Donc improvisation, donc des personnages un peu inattendus, quelquefois qui paraissaient un peu déplacés, qui étaient comme si c'était des figurants qui défilaient sur une scène. Mais il y a eu quand même une vraie campagne. Georges Pompidou, contrairement au général de Gaulle qui n'avait pas fait campagne en 65, Georges Pompidou, lui, a sillonné la France dans toutes les directions, a multiplié les meetings, les rencontres, les émissions, etc. La campagne a été intense. Et puis, elle n'a pas été, aujourd'hui, on trouve évident que c'était Georges Pompidou, puisque c'était lui le vainqueur de mai 68. Ça paraît logique qu'il ait gagné l'élection de 1969. Mais il ne faut pas oublier qu'au début, Alain Poher était mis à égalité avec lui, et surtout que les sondages, qui ont joué un rôle considérable pendant cette période-là, pendant cette campagne-là, plus que la télévision d'ailleurs, mais que les sondages établissaient le fait qu'au second tour, donc au duel final, c'était lui qui était censé l'emporter largement en étant soutenu à la fois par la gauche et par la droite modérée ou pas modérée du tout. Et donc, le vrai changement, ça a été quand Georges Pompidou a pris la tête dans les sondages. Et Georges Pompidou a pris la tête dans les sondages parce que entre Georges Pompidou et Alain Poher, il y avait la différence entre quelqu'un qui était un homme d'État et quelqu'un qui était un politicien de seconde zone. Peut-être qu'il faudrait un petit roulement de tambour à ce moment-là. Alain, on en vient au moment solennel, comme pour chaque épisode des Conquérants. Quel est pour vous le moment clé de la campagne électorale de 1969 ? Quand Georges Pompidou fait vraiment le trou par rapport à Alain Poher, parce qu'à partir du moment où il a fait le trou, ça s'est accéléré ensuite à une vitesse impressionnante. Vous savez que vous m'avez pas du tout répondu ça quand on a préparé ce podcast. La réponse d'Alain Duhamel, quand je vous ai posé la question, c'était en réalité le moment clé de la campagne de 69, c'est mai 68. Mais c'était vrai aussi. Ah bah oui. Non, mais je veux dire, sur le fond, oui. Évidemment, c'est mai 68. La France était le seul pays où ce qui au départ était un phénomène de contestation culturelle est devenu brusquement un phénomène de contestation sociale. Et donc, mai 68, c'est évidemment ce qui a complètement irrigué et même dominé la campagne de l'élection présidentielle de 1969. Et mai 68, dans la tête des gens, ça a d'abord été une énorme surprise, puis une forme d'espérance éphémère, puis la vie quotidienne bouleversée et à ce moment-là la peur tout simplement de l'approvisionnement, y compris en aliments, et une surprise qui a tourné bien vite à l'appréhension, puis à la volonté d'apaisement et de retour à l'ordre politique. Et en fait, l'élection d'avril 1969, ça n'est que la transcription logique du sentiment qui avait dominé. Il ne faut pas oublier que les élections législatives de 1968, c'était un raz-de-marée, et un raz-de-marée réactionnaire au sens littéral, c'est-à-dire de gens qui voulaient revenir en arrière, effacer mai 68. Dans cette campagne, Georges Pompidou use de l'argument mai 68 dès qu'il le peut, le jour de sa déclaration de candidature. Et puis est venu mai 1968. L'agitation universitaire, qui se développait partout dans le monde, à Paris, a pris une ampleur imprévue. Je me trouvais malheureusement en voyage officiel loin de la France. Et quand je suis revenu, j'ai trouvé Paris hérissé de barricades.
Sur ses affiches de campagne, un long texte détaille les raisons de sa candidature. Je le cite, « Dans les jours tragiques de mai dernier, je crois avoir montré que j'étais l'homme de la paix civile, du refus d'abdiquer devant l'émeute et le complot. » Là, il y a un message en creux à De Gaulle, sur l'incapacité de De Gaulle. C'est pas un message sur l'incapacité de De Gaulle, mais c'est un message sur sa grande capacité à lui. Parce que c'est une formule qui est une formule assez vraie en réalité, mais extrêmement immodeste aussi. Évidemment, le général de Gaulle n'a pas pris ça très bien, non seulement parce que c'était vrai, mais parce que c'était justement ce qui l'humiliait, parce que c'était la fin de sa compréhension de la France. Georges Pompidou en a beaucoup joué, j'allais dire, c'était de bonne guerre. Mais il y a aussi une de ses phrases pendant la campagne qui l'éloignait du général de Gaulle et qui, en tout cas moi à l'époque, m'avait beaucoup frappé, c'est quand il avait dit « Je ne vais pas simplement m'occuper de la France, mais aussi des Français ». Ce qui était une façon de dire « Avant moi, le général de Gaulle était incomparable pour s'occuper de la France ». Mais pas toujours quand il s'agissait de s'occuper des Français. Et moi, Georges Pompidou, je vais aussi m'occuper des Français. Et ça, c'était une prise de distance importante. Le 15 juin 1969, Georges Pompidou l'emporte très largement face à Alain Poher. Plus de 58% des voix. Pompidou, mieux élu que le général 4 ans avant, commence par le remercier au soir de sa victoire. Je voudrais, Français, Françaises, vous demander à tous d'avoir une pensée pour le général de Gaulle. Il a refusé la défaite, incarné la résistance et la libération. La République a été sauvée. Le drame algérien a été résolu. C'est dire combien la tâche de qui prendra la suite paraît écrasante. Vous venez d'écouter Les Conquérants,